Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Sophie Beau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous dirigez SOS Méditerranée, que vous avez cofondé. C'est cette ONG qui affrète le bateau de sauvetage, l'Ocean Viking, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Est-ce que le bateau a repris la mer à l'heure où l'on se parle ? Alors, le bateau est en escale technique à l'heure où on se parle. On a fait une longue rotation en mer, plus d'1 mois en mer, avec, comme vous le savez, 234 rescapés à bord. Donc, il y a beaucoup de choses à mettre en place avant de pouvoir repartir en mer. Et puis, on avait aussi des travaux qui étaient prévus et donc qui doivent être menés sur le bateau. Il repartira en mission, j'imagine. Les 234 personnes que l'Ocean Viking a sauvées du naufrage, donc, et dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, ont été débarquées à Toulon, en France, donc, le 11 novembre dernier, après plusieurs semaines d'errance en pleine mer. On va y revenir. Ces réfugiés ont d'abord été placés dans un centre d'accueil dans le sud de la France, où il ne serait aujourd'hui plus que quelques-uns. Est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que vous savez où ils sont? Nous n'avons pas de nouvelles SOS Méditerranée, puisqu'en fait, la mission des sauveteurs s'arrête au moment où nous débarquons les personnes dans un lieu sûr. Ce lieu sûr, c'est le port de Toulon qui a accueilli ces rescapés. Et donc, ce sont les autorités françaises et quelques associations ensuite qui sont habilitées à organiser cet accueil des personnes et à traiter leur situation administrative. Et donc, malheureusement, nous n'avons plus de nouvelles, ce qui est un petit peu compliqué, effectivement, pour nos équipes qui ont passé 3 semaines à bord avec ces personnes, oui, certaines. L'équipage a passé effectivement plusieurs semaines à bord avec ces rescapés, ces naufragés. Est-ce qu'ils parlaient de leurs intentions, de la façon dont ils voyaient les choses après, une fois qu'ils auraient débarqué? Alors, assez peu, finalement, parce que ces 3 semaines, c'était vraiment une attente interminable vers une incertitude, vers... où allait-on débarquer? On n'avait pas du tout d'informations. On était, nous, à bord, notre équipe, totalement dans l'incapacité de leur dire quoi que ce soit sur la fin de cette très très longue séquence de sauvetage. Je rappelle que c'est la plus longue séquence de sauvetage que nous avons connue chez SOS Méditerranée. Près de 3 semaines pour les premières personnes qui ont été secourues entre le 22 et le 26 octobre. Et donc, non, en fait, toute l'attention de ces personnes se concentrait sur... Enfin, à quel moment et où va-t-on pouvoir débarquer? Et ensuite, leur parcours, bon, chacun a des rêves différents, des projets différents. Le pays n'importait pas? Le pays, si. Ce qui était important, c'était de ne pas retourner en Libye, puisque toutes ces personnes ont pour point commun d'avoir fui des conditions de ce qu'elles appellent l'enfer libyen. En Libye, elles ont été prises dans des réseaux de traite humaine et soumises à des violences inimaginables pour certaines, avec beaucoup de séquelles, des tortures. On a pu voir nos équipes à bord, notre équipe médicale a été confrontée à effectivement cette très très douloureuse séquence de la Libye qui marque et qui traumatise ces personnes, avec des séquelles, des blessures parfois. Beaucoup de violences sexuelles, notamment sur les femmes, mais pas uniquement, et y compris sur les mineurs. La gestion de cette affaire a été qualifiée de carnage, je cite, par une partie de l'opposition française. On rappelle qu'en 2018, dans une situation quasi similaire, Emmanuel Macron avait refusé à l'époque d'ouvrir les ports français au bateau que vous affrétiez avant l'Ocean Viking qui s'appelait l'Aquarius. Là, c'est une première. Ce bateau a été accueilli après 3 semaines de difficultés à Toulon. Est-ce que vous y voyez une forme de précédent ? Alors non, on n'y voit pas une forme de précédent. Et puis il faut peut-être rectifier les faits. En fait, en 2018, lorsque Matteo Salvini, qui était ministre de l'Intérieur et qui venait de prendre ses fonctions au gouvernement italien, avait décrété la fermeture des ports italiens à ce moment-là, c'est les Espagnols qui avaient tout de suite proposé, au bout de 24 heures d'attente, que le bateau débarque à Valence. Et donc, nous avions reçu immédiatement une instruction des autorités maritimes compétentes et nous respectons strictement les instructions et le cadre du droit maritime. Donc, nous avions procédé vers Valence à ce moment-là. C'était très compliqué parce qu'il y avait 600 personnes à bord, plus de 600 personnes à bord. Et donc, la marine italienne avait fait débarquer des personnes sur 2 autres navires. On avait fait une petite flottille pour aller jusqu'à Valence. Donc, en fait, la question de la France ne s'était pas vraiment posée, contrairement à ce qu'on entend beaucoup. Sauf que le bateau avait dû passer entre la Corse et la Sardaigne parce qu'il y avait une tempête et pour s'abriter, donc on avait dû passer par là. Et effectivement, on était très proche de la France à ce moment-là. Donc la différence avec cette fois-ci, c'est que là, nous avons formulé 46 demandes de port sûr pendant 3 semaines, en commençant par les pays compétents, c'est-à-dire la Libye et Malte, là où nous avons, dans la zone de compétence de ces pays, c'est dans les eaux internationales, mais c'est leur compétence. Nous avons procédé à 6 sauvetages, 3 dans les eaux libyennes, de compétences libyennes, 3 dans les eaux de compétences maltaises. Et ensuite, ces autorités n'ont pas répondu.
Donc là, nous avons escaladé la demande à l'Italie, qui, jusqu'en 2018, a été le seul pays responsable de cette zone de sauvetage en Méditerranée centrale et qui a transféré la responsabilité à la Libye depuis 2018. Mais les autorités libyennes sont totalement dans l'incapacité, en fait, d'organiser et de coordonner ces sauvetages. Ils ne le font pas, ils ne répondent pas. Et là, l'Italie n'a pas répondu non plus. Et c'est à ce moment-là seulement, et au bout de très très longues semaines d'attente, puisqu'on est déjà plus de 2 semaines d'attente, que nous avons enfin demandé à d'autres pays de pouvoir intervenir, dont la France. Ouais, on va revenir dans un instant sur la position de la France dans cette affaire, mais vous avez évoqué une expression qu'on entend beaucoup et autour duquel il y a beaucoup de flou, cette notion de port sûr. Est-ce que cette notion aujourd'hui concrètement correspond à une définition juridique très claire? Est-ce qu'il y a une liste aujourd'hui des ports sûrs? Vous savez qu'on reproche à SOS Méditerranée, par exemple, de ne pas débarquer les personnes récupérées en Tunisie. Est-ce que la Tunisie aujourd'hui présente des ports sûrs? Pourquoi est-ce que la Libye est considérée par certains comme étant une destination qui comporte des ports sûrs? Par l'Italie, notamment Salvini à l'époque avait dit que la Libye pouvait comporter des ports sûrs. Et voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer que veut dire cette notion? Effectivement, en fait, il y a beaucoup de confusion, beaucoup d'instrumentalisation politique autour d'un sujet qui relève du droit maritime et qui est clair. En fait, le droit maritime prévoit 2 choses. D'une part, que les capitaines ont l'obligation de porter assistance. C'est une obligation. Et c'est ne pas porter assistance qui est pénal, répréhensible pénalement. Donc l'obligation d'assistance à tout capitaine qui peut porter assistance à une personne en détresse. Et de l'autre côté, les États ont une obligation, c'est les États côtiers ont ces zones de compétences en mer, dans les eaux internationales. Donc ça va assez loin des eaux territoriales, on est très loin. Et là, ces pays côtiers ont l'obligation d'offrir un port, un lieu sûr, c'est ce que dit le droit maritime, dans lequel la vie des personnes n'est plus menacée et leurs besoins fondamentaux peuvent être respectés. Oui, les opérations de sauvetage sont censées prendre fin de l'organisation maritime. Exactement. C'est à ce moment-là, seulement dans le lieu sûr, que le sauvetage prend fin. Un lieu sûr ne peut pas être la Libye. Personne ne dit que la Libye, aujourd'hui, peut être un lieu sûr. Peut-être des personnes qui vraiment essayent de mettre de la confusion sur le sujet et qui instrumentalisent cette question. La Tunisie n'en est pas non plus. La Tunisie, en fait, n'est pas indiqué par les autorités maritimes compétentes. Nous respectons ce que nous indiquent les autorités maritimes compétentes. Le problème, c'est que les autorités maritimes compétentes, donc je le rappelle, en l'occurrence la Libye et Malte, n'indiquent pas, ne répondent pas aux appels, ne répondent pas à nos mails. Nous avons inondé d'appels et de mails ces 2 autorités maritimes compétentes et qui n'ont pas répondu. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on procède, et ça c'est prévu dans le droit maritime, à un élargissement de la demande aux autres centres de coordination des sauvetages les plus à même d'assister. C'est l'Italie qui a coordonné les sauvetages entre les années 2000 et 2018 et qui a secouru d'ailleurs des milliers de personnes, il faut le rappeler, qui a cette compétence sur cette zone de Méditerranée centrale. C'est pour cela que nous nous sommes rapprochés de l'Italie, avons contacté l'Italie et n'avons cessé de demander à l'Italie de pouvoir débarquer dans un lieu sûr. Ce qu'elle n'a pas accepté et donc nous avons dû procéder encore à un élargissement. Ce sont donc les autorités maritimes qui donne ce lieu sûr. Ce n'est jamais le bateau, ce n'est jamais le capitaine qui décide là où il doit débarquer. Comment jugez-vous l'attitude du gouvernement français dans cette affaire? Écoutez, nous avons salué l'attitude de la France qui nous a enfin permis de trouver un port au bout de 21 jours d'attente. C'est inimaginable ce qui s'est passé à bord. On était vraiment proche de la catastrophe. Moi, je n'ai cessé d'alerter sur le risque de perte en vie humaine parce qu'au bout de 3 semaines à bord, des personnes menaçaient de se jeter par-dessus bord. La situation médicale était vraiment mauvaise. Et surtout, d'un point de vue psychologique, les personnes étaient complètement à bout et vraiment désespérées. Donc on était vraiment très très proche d'un drame qui heureusement n'a pas eu lieu. Et il était temps qu'enfin un pays ouvre ses portes. Mais ce n'est pas ce que nous recherchons. Et nous n'avons cessé de le dire. Évidemment, il faut que les bateaux puissent débarquer les rescapés au plus proche de la zone d'opération et pas à l'autre bout de la Méditerranée. C'est-à-dire que vous auriez voulu que ce bateau arrive à Malte, normalement, ou en Italie, qui, par défaut, prend cette responsabilité de la zone Méditerranée centrale. Que répondez-vous, Sophie Beau, à ceux, et ils sont nombreux, qui vous accusent aujourd'hui de faire le jeu des passeurs? Là encore, nous répondons que c'est un devoir de secourir les personnes en détresse et que c'est indigne d'instrumentaliser cette question à des fins politiques comme c'est fait. Voyons ce qui s'est passé dans les faits. Il s'agit de 234 rescapés. Quand j'entends tout ce qui a été dit par certains sur cette situation, je trouve cela révoltant et indigne et honteux, en fait, de la part de grands pays
qui sont censés être démocratiques et respecter les droits de l'homme. Ce que vous dites, c'est que qu'il y ait des bateaux de sauvetage ou non, que les passeurs le sachent ou non, il y aura toujours des personnes qui prendront la mer, quoi qu'il en soit. Ça a été démontré par plusieurs études. En fait, quel est le déterminant qui fait que des bateaux quittent ces côtes libyennes? C'est la météo. C'est-à-dire quand il fait beau et que la mer est calme, les passeurs, sans scrupule, quoi qu'il arrive après, même si 2 jours plus tard, il y a une tempête qui arrive, poussent ces bateaux à la mer. Et c'est à ce moment-là, et on le voit bien, y compris quand il n'y a pas du tout de navires d'ONG présents, qu'il y a des départs massifs des côtes libyennes. Donc tout cela a été documenté. Après, chacun dit n'importe quoi, instrumentalise cette question, et tout cela au détriment de la vie de personnes qui sont en danger de mort en mer, il faut le rappeler. Donc il y a un impératif du sauvetage en mer, et nous restons déterminés et intransigeants sur cette question. Il faut sauver des vies avant tout. Ensuite, qu'il y ait des considérations politiques sur l'accueil, la répartition des personnes, etc., bien sûr, et c'est le rôle des États. Et nous ne déplorons que trop ces atermoiements politiques qui ont retardé l'adoption de mécanismes de débarquement et qui créent des situations inextricables comme celles que nous avons vécues. Est-ce que vous avez le sentiment que la difficulté et le fait que plusieurs, en tout cas sur ce qui se passe en mer, plusieurs droits internationaux se superposent et peut-être se contredisent, le droit des réfugiés, le droit de la mer, est-ce que c'est peut-être un gloubi-boulga législatif qui empêche les choses d'être claires? Mais là encore non, malheureusement. En fait, le droit est extrêmement clair, mais le droit n'est pas respecté par les États. Il est clair du point de vue du droit maritime et du point de vue du droit des réfugiés, qu'il est interdit de refouler des personnes dans un pays dans lequel leur vie est menacée. Et ça, c'est aussi écrit dans le droit maritime. Donc, il n'y a pas de contradiction. C'est ce que les commentateurs mal informés, peut-être, ou qui souhaitent créer de la confusion et de l'instrumentalisation, peuvent en dire. Mais en fait, le cadre maritime, qui n'est pas respecté, lui, est extrêmement clair. Il faut désigner un port sûr. Ensuite, il n'y a pas de liste de ports sûrs, ça dépend des circonstances, où se trouve le bateau, dans quel état est la mer, où peut-on aller à ce moment-là, etc. Mais les États côtiers renoncent malheureusement depuis des années à leurs responsabilités. Est-ce que la vie de toutes les personnes qui se trouvaient là sur l'Ocean Viking était menacée dans les pays d'origine ? Alors moi, je ne connais pas la situation des 234 personnes. Je ne peux pas vous dire quel est leur parcours parce que je ne les ai jamais rencontrées. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ces personnes sont toutes passées par la Libye. Elles ont toutes vécu les horreurs, des sévices, des tortures, des viols, des rançons, l'esclavage, le travail forcé dans les camps en Libye. Et elles se sont retrouvées en danger en mer. Et en fait, c'est de cela qu'on parle. On parle de naufragés, des personnes qui ont pris des embarcations inaptes à la navigation et qui se sont retrouvés en danger de mort en mer. Et le droit maritime prévoit qu'il faut secourir toute personne en détresse. En fait, ce n'est pas discutable. Depuis le début du mois, au 6 octobre dernier, selon le Haut Commissariat aux réfugiés, 1628 personnes sont décédées en Méditerranée en tentant la traversée. Ça fait de cette route la plus dangereuse, la route migratoire la plus dangereuse du monde. Combien est-ce qu'il y a de bateaux de sauvetage aujourd'hui en Méditerranée? Et si vous n'y allez pas, qui y va? Et je voudrais actualiser ce chiffre qui malheureusement approche des 2000 morts. On est à 1923 personnes qui ont été décomptées aujourd'hui par l'Organisation internationale des migrations comme décédées en Méditerranée cette année déjà. En ce moment, il n'y a pas de bateau humanitaire. En fait, nous sommes, en escale technique, d'autres sont bloqués pour des raisons administratives, il y a beaucoup de harcèlement, d'autres sont en escale. En fait, nous sommes très très peu nombreux et ce que nous appelons de nos voeux, c'est la remise en place d'une flotte européenne qui puisse effectivement se déployer sur cette zone qui est immense face à la Libye. On sait qu'il y a des milliers de personnes qui fuient ce pays en guerre et en proie au chaos. Donc il faut les secourir. C'est ce que la marine italienne avait fait pendant 1 an avec l'opération Mare Nostrum entre 2013 et 2014. Et depuis, il n'y a plus de navires pour secourir ces personnes. En fait, nous sommes venus combler un vide laissé par les États, et ça, ce n'est pas normal. Et nous ne cessons de répéter et d'appeler les pays européens à prendre leurs responsabilités, à mettre en place d'abord des navires de sauvetage, et ensuite à remettre en place une coordination de ces sauvetages qui a disparu depuis que la Libye s'est vue transférer cette responsabilité. En un mot, les polémiques ne vous empêcheront pas de reprendre la mer? Non, mais écoutez, on est face à une situation humanitaire catastrophique. Moi, je trouve ça honteux, scandaleux. Et on ne peut pas laisser ces personnes mourir aux portes de l'Europe, je le rappelle. On sait ce qui se passe, on sait comment faire pour intervenir. Et donc, il y a une urgence, il faut sauver ces vies. Merci beaucoup, Sophie Beaune, d'être venue ce matin sur le plateau de Paris Direct.